76 morts dans le naufrage d'un bateau surchargé. Nous sommes au Nigeria. Au Burkina Faso, le président de la transition sera désigné la semaine prochaine. Puis au Tchad, le maintien de Mamad Déby Itno officialisé à la tête du pays. On termine par le Togo avec cette sortie de Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. L'alternance est pour bientôt. Nous sommes avec nos chers invités, Komi Valentin Bayaba, président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il est également le directeur de publication de Le Symposium. Un autre journaliste est là, Joa Komitalake, directeur de publication de Afrique Plum. Chers invités, merci beaucoup. Vous commencez la semaine avec nous. Comment vous allez, Komi Valentin Bayaba? Oui, merci. Je vais bien. Je salue mon confrère Joe Talaké. C'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment un grand plaisir de partager le plateau avec lui et tous les téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent, qui aiment l'émission Regard Croisé. Que vous retrouvez après nous retrouver. Avoir raté la semaine passée. Justement. Bon, ça veut dire que je renoue avec les téléspectateurs. Je crois qu'une bonne semaine à toutes et à tous. Joie, vous allez bien? Je vais très bien, Michel. On est en joie? Parfaitement, oui. Bien qu'on manque un peu d'actualité qui grouille au pays, si on a seulement un seul sujet. Ça. Allez, on commence donc par le Nigeria. 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé ont trouvé la mort lors de son naufrage vendredi 7 octobre au Nigeria pendant une crue du fleuve Niger, a annoncé le président lui-même, Muhammadu Buhari. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord de ce bateau qui naviguait dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer le navire. Chers invités, image on ne peut plus triste, il faut le souligner, comme Valentin Mayaba, le gouverneur de l'État, Charles Solodou, a apporté un soutien, ou bien son soutien aux familles des victimes. Oui, c'est tellement scandaleux, c'est tellement affreux quand la nouvelle est sortie. Et vous savez, le Nigeria, c'est un vaste pays avec plus de 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'il y a ces naufrages. Et puis, vous allez constater qu'au cours de cette année, même déjà, on a eu plus de 3000 morts liés à ces naufrages-là, plus de 100 000 déplacés à travers le pays. Donc, je crois que ce qui se passe ou ce qui a été donné comme information doit inquiéter les autorités nigérianes parce que Buhari, après avoir constaté cela, quand même a présenté des condoléances. Et puis, le gouverneur de cette province-là aussi, Agama, l'a fait autant. Mais est-ce qu'il ne faut pas chercher à savoir qu'est-ce qui souvent arrive à ces drames-là? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces drames? À savoir, la faute, c'est au fleuve Niger. Non, au fleuve Niger, puisqu'il y a une crue. Il y a une crue du fleuve Niger qui a fait vraiment que les eaux sont remontées. Enfin, il y a eu une montée des eaux à plus de 11% depuis plus de 10 ans. C'est la première fois qu'il y a eu une crue de ce genre. Et puis, également, vous allez voir qu'au niveau de ces bateaux-là, il y a eu souvent des surcharges. Des surcharges que les gens qui sont, qui manipulent ces bateaux-là mettent la vie des citoyens en péril. Et puis l'excès de vitesse également. Donc ça fait que quand il y a, comment l'appelle-t-on, quand il y a ces montées des eaux liées au fleuve Niger, vous savez que c'est le fleuve Niger qui alimente cette partie du Nigeria. Et aujourd'hui, tout ça là, les gens n'ont pas cru. Parce que les changements climatiques, nous ne cessons jamais de le dire. C'est lié à tout ça là. Parce que au cours de cette année, ce qui s'est passé comme naufrage au niveau du Nigeria est énorme. Et donc, c'est le lieu d'interpeller tous les gouvernants, j'allais dire, à cette façon peut-être de gérer les cas. Parce que dans ce territoire du Nigeria, sur ce territoire nigérien, il y a toujours ces cas-là qui sont récurrents et les gens n'arrivent pas souvent à trouver solution. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, à mon avis, il faut passer déjà au problème endogène, c'est-à-dire que le gouvernement doit mettre en place des cellules de veille pour rappeler à ces
comment l'appelle-t-on, à ces capitaines-là des bateaux pour voir à quel moment ils peuvent prendre la mer. Parce que vous ne pouvez pas aller, surtout que lorsqu'il y a eu des montées d'eau, surtout lorsqu'il y a eu des problèmes liés à la mer et tout, et que vous rentrez dedans, ça veut dire que vous allez faire vous allez chavirer. Donc le bateau peut chavirer, c'est ce qui est arrivé. Donc à chaque fois, quand les situations comme ça se passent, il va falloir qu'on prenne des dispositions, qu'on mette des alertes, qu'on passe des alertes, des commissions d'alerte pour éveiller ou pour renseigner. C'est comme, par exemple, quand vous allez dans un aéroport, on vous dit que le vol doit être suspendu lié au climat lié à tel. Il faut ce genre d'instruments pour signaler au cas où il y a ces montées d'eau. Et donc, on nous fait savoir que la montée d'eau, cette fois-ci, lorsque les gens sont allés, les enquêteurs, ils sont allés pour les sauver, enfin, comment ils les appellent là? Les sauveteurs. Voilà, ceux qui sont allés pour sauver les secours. Les secours, ceux qui sont allés au secours de ces victimes, comment l'appelle-t-on? Ces sinistres-là, ils sont allés constater qu'il y a une crue de plus de 11%. Depuis plus de 10 ans, c'est la première fois que le fleuve Niger a donné ce crue-là. Donc, moi, j'avais constaté ou j'aurais souhaité que quand il y a ce genre de choses-là, et de fluctuations, qu'on ne puisse pas permettre aux bateaux de prendre la mer pour ne pas peut-être sombrer et les perdre des populations. Alors, votre regard sur ce qui s'est passé au Nigeria, Joa Talaké, et les approches de solutions? Oui, Michel, vous savez, c'est déplorable, comme l'a dit M. Valentin. C'est très triste lorsque vous dites à votre famille que je vais aller revenir et de se sentir naufragé ou contraint de ne plus revenir et de passer trépas. Vous comprenez que c'est des milliers de familles qui sont affectées. Et ce que je voudrais préciser, c'est que depuis mai 2000 de cette année, vous savez, il y a eu quand même de fortes précipitations et d'inondations dans le pays, ce qui a affecté des centaines de milliers de personnes. Voyez-vous, dans près de 30 États, des 36 États du Nigeria. Certains sont déplacés. Exactement. Donc, ce qui voudrait dire que ça dépasse même, je ne sais pas comment le dire, mais ça devrait interpeller au plus tôt possible les gouvernants des différents États concernés pour qu'ils puissent mettre en place des systèmes, sinon des cellules de veille, comme l'a dit mon confrère, pour amener donc cette vigilance-là au bord. Et donc, vous voyez, l'autre problème ici qu'il faut aussi évoquer, c'est que, selon une source locale, il s'est avéré que ces bateaux, où le bateau a eu le moteur bloqué en cours de route, c'est-à-dire c'est une source locale en fait, et que ça s'est donc chaviré. Vous comprendrez qu'il y a aussi le matériel qui est mis en jeu. Le matériel utilisé est quelquefois vétuste, qu'il faut tout de suite essayer aussi de voir. Parce que lorsque vous prenez, c'est tout comme vous mettez la vie de quelqu'un sous un scanner, alors que vous savez que ce scanner-là ne tiendra pas. On vous sort un résultat qui ne sera même pas, qui ne va pas tenir. Donc ici, il faut tout de suite essayer de voir quel type de matériel il faut, quel type de bateau il faut, pour quelle destination. Ceci permettra quand même de pouvoir amener ou bien à destination tous ceux qui veulent voyager. Ils n'ont fait qu'exprimer le désir de voyager. Voilà. Donc, il faut que tous ceux qui sont dans ce système-là puissent vraiment assurer le bon matériel et que l'État nigérien doit permettre donc ce contrôle systémique ou systématique pour qu'il n'y ait pas quand même ce genre de dérive en dehors donc du système en tout cas naturel qui est les inondations et la forte précipitation. Et il a parlé du système naturel. On voit ce système actuellement, on l'a vu récemment au Niger, même en Côte d'Ivoire, on est dans, si on peut le dire, au niveau de toute la sous-région, dans une saison pluvieuse. Cela doit nous pousser à réfléchir, comme Valentin Mayaba. Oui, je l'ai dit plus haut. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de changement climatique, quand nous parlons même ce qu'on organise souvent, même si cette année ça doit être en Afrique, quand on parle de... Le changement climatique. Non, le changement, c'est que la COP. COP 23 en Égypte. Cette année. Donc c'est justement ces problèmes-là auxquels nous sommes confrontés. Et donc ça fait croire aux uns, aux autres que non, comme vous n'êtes pas
concerné. Voilà, vous n'êtes pas concerné, ça ne vous, bon, vous n'êtes pas obligé de s'y adhérer et tout. Je me dis non, puisque quand on parle du changement climatique, ça doit concerner tous les États. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi souvent, c'est vrai qu'on dit que l'Afrique n'est pas un continent le plus pollué, enfin, qui pollue le plus. Quand on parle les Américains, quand ils étaient COP 21 en France, l'accord de Paris sur le climat, où ils n'avaient pas souscrit, vous avez vu toute une vague de contestation qui a eu lieu parce que à l'époque, le président Trump avait sévi pour dire non, qu'il ne veut pas faire, alors que c'est le continent où le pays le plus pollueur dans le monde. Et donc aujourd'hui, ça doit concerner pratiquement tous les États. Et donc c'est pourquoi l'attention particulière doit être mise au niveau de ces États-là, surtout les États, quand vous prenez le Nigeria, c'est un grand État. Et puis là-bas, la pollution, vous savez que le Nigeria, c'est un grand pays qui, enfin, quand on parle en termes de population, en termes de... Ça veut dire que c'est le poumon économique de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a tout qui est là-bas. Et tout qui est là-bas, on doit mettre des garde-fous nécessaires pour pouvoir endiguer ou peut-être contrer ces éventualités. Donc, ici, ces moyens conventionnels, enfin, ces moyens naturels dont on parle aujourd'hui, ça concerne tous les États. Le Togo aussi n'en demeure pas. Moi, ce qui m'a plu en temps, on avait organisé un sommet au Togo ici sur... le sommet sur la mer, où on est venu, bon, je crois, il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises, même qui a été donné comme accord de Lomé. Qu'est-ce qu'on fait de ces accords? Justement, qu'est-ce qu'on fait de ces accords? Il ne suffit pas d'aller signer des accords. Même là, on dira que les accords n'engagent que des signataires. Moi, je m'inscris dans une logique. C'est-à-dire que lorsque vous mettez ensemble pour une convention ou peut-être pour une signature d'une convention, il faut tout faire pour la mise en œuvre de cette signature. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait qui compte. Il ne suffit pas de le dire. C'est les paroles, tout le monde peut le dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Qu'est-ce qui se fait? Donc c'est pourquoi ça doit interpeller les gens qui sont venus pour ces accords de Lomé, pas sur le climat, sur la mer et tout. En principe, la mise en œuvre devait être suivie. Il devait y avoir une mise en œuvre qui devait suivre. C'est ce qui a été fait au niveau africain, particulièrement au Togo. Maintenant, on constate que c'est rangé dans les tiroirs, personne n'en parle, on pollue tous les jours. Il y a même des experts. Moi, je salue même au niveau du Togo, il y a une filière actuellement sur l'océan. Je crois que c'est la première filière qu'on a fait. C'est récemment, comment on l'appelle, institut au Togo ici, et que c'est à Akara. Bon, il y a même des étudiants qui viennent ici étudier la mer et pour voir quelles sont les difficultés ou quels sont les moyens, les mécanismes qu'il faut mettre en place pour éviter. Parce qu'aujourd'hui, regardez l'avancée de la mer qui est en train de prendre pratiquement à tous les niveaux, dans tous les pays. Oui, dans tous les pays. Côtes donc, il y a une avancée notable de la mer. Et donc, il faut forcément qu'on réfléchisse sur ces paradigmes-là, pour qu'on puisse trouver des solutions afin de pouvoir limiter cette avancée-là. Et même les naufrages, toutes ces intempéries-là sont liées justement à cette avancée-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer ou pour limiter le mal? C'est la question des gouvernants, c'est la question même qu'il faut mettre sur la table parfois au niveau des universités. On doit réfléchir sur des mécanismes pour pouvoir limiter la situation, parce que la mer, elle est bien, mais en même temps, elle est aussi destructrice lorsque nous ne savons pas l'utiliser ou peut-être l'utiliser dans sa plénitude. L'essentiel aujourd'hui, Joa Talaké, c'est de prendre des mesures adéquates pour éviter ce genre de choses. Oui, il faut, au-delà des mesures, il faut vraiment que les gouvernants qui sont souvent à la table des grandes décisions, je parle des coupes qui se sont produits et tout, vous savez, c'est en Afrique, oui, c'est en Égypte. Je pense que c'est l'occasion pour nos chefs d'État ou nos représentants de différents ministères environnementaux qui vont y être, de savoir faire des négociations avant signature. C'est-à-dire qu'avant qu'on nous mette des accords sur la table que vous paraphiez ou que vous signez, il faut quand même que le contenu soit un contenu authentique que vous voyez concerné par votre population ou par votre pays. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas qu'on ait quand même, qu'on aille que pour signer, mais il faut qu'on signe utile en fait. Il faut qu'on signe utile. Ceci permettra à nos pays de faire de vraies avancées, non seulement
au niveau de notre pays ou des pays individuels, mais au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau du Nigeria, par exemple, ça affecte indirectement le Togo, voyez-vous, Oui. parce que ce qui est crise au niveau de la sous-région De la sous-région, oui. est carrément Pour le sous-région. Mali, Donc moi, je trouve qu'il faut quand même des solutions plus appropriées, plus adaptées. Ils sont même allés, au niveau de la récente COP, ils sont même allés proposer des choses que moi je trouvais intéressantes au niveau donc de l'accord. Il disait que, par exemple, les pays africains qui sont moins pollueurs, qu'est-ce qu'il faut pour ces pays? Tout à fait. Parce que nous avons des grandes puissances qui polluent Qui pollue l'Afrique du d'une Sud, manière le drastique Nigeria. à près de 90% Ouais. de ce que nous subissons. Alors, les pays qui sont moins pollueurs, qu'est-ce que vous allez leur proposer pour leur encourager à faire plus? Et je pense que c'est cela qu'il faut aller négocier au niveau de l'Égypte, histoire d'accorder donc cette chance-là à ces pays-là de continuer. Parce que si nous subissons et que les conséquences sont tellement atroces, vous allez voir que vraiment on risque de disparaître. Or, ce n'est pas le souhait de tout un chacun. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba, vous pensez que ces familles seront accompagnées par l'État nigérien? Oh, bon, l'accompagnement, il doit en avoir, mais est-ce que c'est là la solution? Il doit y avoir un accompagnement dans tous les cas, surtout quand le gouvernement ou le président Buhari a même donné son indignation, sa consternation et tout. Je crois qu'ils prendront des dispositions, comme ça se fait toujours. Mais est-ce que qu'est-ce que ça peut remplacer devant une vie? C'est aussi ça le problème. Et à quel prix? C'est ça, il faut voir. Mais c'est bien que l'État se souvienne de ces victimes-là, qu'ils viennent en aide pour supporter, en fait, pour atténuer un peu la douleur de ces familles. S'il y a accompagnement, il faut forcément que ce soit un accompagnement digne de ce nom. Il ne suffit pas peut-être d'aller dire que le chef de l'État, comme on voit sur d'autres cieux, alors que quand on dit un chef de l'État qui parle pour faire des discours politiques. Quand on dit un chef de l'État a agi, il agit conséquemment. On ne va pas dire peut-être un carton de cahier de 100 pages, de 200 pages, on dit c'est le chef de l'État qui est en dessous, c'est de la moquerie. Je crois qu'ici, il faut forcément que ça soit un accompagnement conséquent et puis permettre à ces familles déplorer, de pouvoir quand même atténuer leur douleur, leur souffrance. Aujourd'hui, je crois que c'est 75 personnes. Oui, 76. 76, j'allais dire, sur 16 sur 85, c'est pratiquement tout le bateau, toute la totalité qui est partie. Actuellement, même les gens qui sont dans les comme on est en train de vouloir, même les secourir n'arrivent pas parce que la profondeur, l'eau est trop violente, on n'arrive même pas à repêcher les corps. Donc c'est un peu difficile. Mais ce que je disais, il ne faut pas attendre forcément un accompagnement. Nous l'avons déjà dit plus haut. Il faut prendre les mesures. Il faut prendre des mesures. Il faut mettre des mécanismes en place pour permettre à ces navires de ne pas chavirer. À chaque fois, le Nigeria, c'est vrai que c'est un vaste pays, plus de 300 morts au cours de cette année. C'est énorme. Donc c'est énorme. Il faut, à chaque fois, ça vient qu'on ne peut pas trouver de solution, qu'il faut aller vers les accompagnements. Je pense que si une fois ça s'est passé, pour une deuxième fois, il faut envisager des solutions. Donc c'est ça nous demandons. Il faut vraiment mettre des cellules d'éveil pour permettre à ces navires-là de ne pas prendre la mer et pouvoir subir ces genres de situations. Allez, on va marquer la petite pause, la première. On va vous retrouver après comme Yves-Valentin Mayaba et Joa Komi Telaki. Ouais.